Africaines, Africains, Mauritaniennes, Mauritaniens, salam alaikum. En ce vendredi 22 août 2025, je voudrais, en guise de première prise de parole, dénoncer le rôle trouble joué par l'actuel gouvernement mauritanien aux côtés de l'Ukraine et des groupes terroristes dans la déstabilisation du Sahel. De nombreuses informations incontestables à notre disposition nous permettent aujourd'hui de pointer du doigt le régime mauritanien d'El Ghazouani pour son rôle nocif dans l'expansion du terrorisme dans le Sahel et son association criminelle avec les forces armées ukrainiennes. Et ce que nous allons dire ici, nous nous baserons essentiellement sur des faits. Je dis bien des faits. Les Africains ne nous ont pas appelés en vain le docteur des preuves. Le docteur des preuves, parce que nous sommes connus pour n'avancer que sur la base de ce que nous avons vérifié. Quand nous allumons nos caméras, Facebook, YouTube, TikTok, c'est pour parler de ce que nous savons. Car savoir, comme le disait Alain, philosophe de Normandie, c'est savoir qu'on sait quand on sait et qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. En effet, quand on sait qu'on sait, on montre comment on sait qu'on sait. Et quand on sait qu'on ne sait pas, on reconnaît qu'on ne sait pas et on se tait. On cherche. Nous sommes en capacité de pointer, sans risque d'être contredit par qui que ce soit, les autorités mauritaniennes actuelles pour leur participation active à l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Quelles sont les preuves à partir desquelles nous affirmons cela? Premièrement, nous voudrions rappeler à l'ensemble de l'opinion africaine et internationale les révélations qui ont été faites en juillet 2024 par l'ambassadeur d'Ukraine en Mauritanie et par des dirigeants du système de défense et de sécurité ukrainien. Ces déclarations avaient été publiées sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Selon ces déclarations, les attaques terroristes de Tin Zawaten à la fin du mois de juillet 2024 contre les troupes maliennes et leurs alliés russes au nord du Mali avaient été coordonnées par l'Ukraine, Al-Qaïda, l'État islamique et leurs alliés en Afrique de l'Ouest, tout comme au niveau du Sahara, avaient été explicitement cités comme base arrière de cette opération l'Algérie, la Mauritanie et le Sénégal. Faut-il rappeler aux uns aux autres qu'à cette occasion, le régime sénégalais de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et d'Ousmane Sonko se contentaient de faire des remontrances verbales à l'ambassadeur ukrainien basé au Sénégal, alors que les relations diplomatiques étaient rompues par tous les pays de l'Alliance des États du Sahel avec l'Ukraine, dès lors que l'Ukraine assumait sa participation à l'activité terroriste contre les peuples africains, en tant que suppôt de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mauritaniennes, Mauritaniens, Africaines, Africains, je vous invite à noter que ça s'appelle la preuve 1, citée par le docteur des preuves. Qui est capable de contester cette preuve 1? Personne. Puisque cette preuve a été estampillée par le gouvernement ukrainien lui-même, puisque ce sont des officiels ukrainiens qui ont révélé leur participation en bonne intelligence avec la Mauritanie et l'Algérie, et les organisations terroristes Al-Qaïda et État islamique créées par l'OTAN pour attaquer le Mali et attaquer plus largement l'Afrique. Vous pouvez noter, preuve 1, donnée par le gouvernement ukrainien. Je voudrais que ce soit écrit sous cette vidéo. Preuve 1 de l'implication de l'Algérie
de la Mauritanie et indirectement du Sénégal comme base arrière de l'opération de Tinzaouaten. Cette preuve a été donnée par l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, en compagnie d'un directeur de l'administration des services centraux de sécurité ukrainiens. Le lieu où la preuve fut publiée, c'est le site Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Qui peut contredire ça? Que celui qui est capable de contredire cette preuve produise ici l'argument et la contre-preuve. Mais je passe à la preuve numéro 2. Je passe à la preuve numéro 2. La preuve numéro 2 nous a été paradoxalement donnée par une journaliste. Une journaliste française qui est autrice, ou si vous voulez, auteur d'un reportage de France Télévisions, un reportage sur le Mali. Cette journaliste dont nous avons donné ici une émission, je vais retrouver son nom, reportage sur le Mali, Mali, reportage France Télévisions. Voilà, sous le titre « La guerre perdue contre le terrorisme ». La guerre perdue contre le terrorisme. C'est ce reportage-là, je pense, oui. La guerre perdue contre le terrorisme. Il y a une journaliste qui a fait ce reportage. Guerre au Mali, la guerre perdue contre le terrorisme. C'est la dernière qu'on ait eue. Je vous redonnerai le nom exact de la journaliste. Cette journaliste, en tout cas, affirmait ceci, que pour observer le combat des groupes terroristes et des soi-disant indépendantistes du Front de libération de l'Azawad, elle était entrée en territoire malien en compagnie des groupes terroristes Al-Qaïda et État islamique et du soi-disant Front de libération de l'Azawad. Et cette journaliste, je pense qu'elle s'appelle Anne-Fleur Lespio, le nom me revient maintenant, avait précisé qu'elle était entrée avec les groupes terroristes en territoire malien en partant de la Mauritanie. Vous notez la deuxième preuve. Une journaliste documentariste française de France Télévisions a avoué, elle s'appelle, je pense, Anne-Fleur Lespio, L-E-S-P-I-A-U-L-T, le nom m'est revenu. Elle a avoué être entrée au Mali, dans le territoire malien, sans visa malien, accompagnée par les groupes terroristes et les soi-disant rebelles sécessionnistes du Front de libération de l'Azawad. Et elle a précisé qu'elle est entrée au Mali en provenance de la Mauritanie. Ce qui permet d'établir que la Mauritanie est la base arrière des groupes terroristes qui pénètrent pour frapper au Mali et où ces groupes terroristes peuvent se réfugier en repli pour pouvoir bénéficier des soins, du logement, de la restauration et de la couverture médiatico-diplomatique. Donc vous notez, preuve numéro 2. Preuve numéro 2. Donnée par la journaliste documentariste Anne-Fleur Lespio. Elle avoue avoir violé le territoire de la République du Mali à partir de la République de Mauritanie où elle était arrivée et où elle a été admise. Elle admet qu'elle est entrée de manière frauduleuse à l'intérieur du territoire malien en compagnie des groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique et des soi-disant rebelles indépendantistes du Front de libération du soi-disant Azawad. Vous dites que le docteur des preuves Nyamsi Ouakameroun a marqué cela comme la preuve numéro 2. Et je vous demande d'écrire preuve numéro 2, reportage de France Télévisions. Anne-Fleur Lespio, L-E-S-P-I-A-U-L-T, avoue être entré en compagnie de rebelles maliens, de terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, à l'intérieur du Mali, à partir de la Mauritanie. Ce qui révèle que la Mauritanie est la base arrière des rebelles maliens
La Mauritanie est la base arrière des groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique qui attaquent allègrement le Mali, qui n'attaquent pas la Mauritanie, précisément parce que celle-ci leur donne le couvert, le gîte et la couverture médiatico-politique. Est-ce que c'est bon? Preuve numéro 2. Et je pose toujours la fameuse question du docteur des preuves. Qui peut contester les révélations de la journaliste française, selon lesquelles elle est entrée au Mali à partir de la Mauritanie en compagnie des groupes rebelles et terroristes? Qui peut contester cela? Celui qui peut contester cela vient en dessous de cette vidéo, produire la contre-preuve. Parce que la journaliste, elle a déjà parlé. Son documentaire existe. Est-ce que la preuve numéro 2 est bonne? Je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre devant mes caméras pour vous dire des choses qui peuvent vous coûter des procès en diffamation. Quand je parle, je sais sur quoi je suis assis. Comme on le dit en Bassa Bantou, quand je parle, je sais sur quoi je suis assis. Des preuves incontestables. Ça fait donc la preuve numéro 2. Maintenant, on passe à la troisième preuve. La troisième preuve, on peut l'appeler une preuve indirecte. Elle vient d'être donnée par les services officiels de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, 22 août 2025, l'agence officielle d'information russe, l'agence TASS, vient de publier une succession d'articles établissant que l'Ukraine fait entrer des drones de guerre, des armes pour les groupes terroristes à partir de la Mauritanie. À partir de la Mauritanie. Et je voudrais juste vous lire un extrait de cette dépêche de l'agence officielle TASS, l'agence d'information officielle de la Fédération de Russie, qui, au moins, on doit pouvoir le reconnaître, bénéficie de moyens d'information exceptionnellement élevés. Je vous lis et traduis un extrait des révélations de l'agence officielle TASS. L'agence officielle TASS. Alors, Ukrainian drone instructors operating in at least 5 African countries. The confirmed presence of Ukrainian drone instructors has been recorded in Mali, Sudan, the Democratic Republic of the Congo, the Central African Republic, and Chad. Moscow, August 22. TASS. Ukrainian drone instructors have been spotted in Mali, Sudan, the Democratic Republic of the Congo, the Central African Republic, and Chad, where they are coordinating terrorist attacks on government forces. Alexander Ivanov, director of the Officers Union for International Security, told TASS. The confirmed presence of Ukrainian drone instructors has been recorded in Mali, Sudan, the Democratic Republic of Congo, the Central African Republic, and Chad. In these countries, Ukrainian militants are working closely with local terrorists, supplying them with drones, including Mavic 3 drones with Ukrainian-made release systems, and providing training. Moreover, they are coordinating the militants' attacks on the position of government and allied force, Ivanov said. Traduction. Les instructeurs ukrainiens en matière de drones opèrent dans au moins 5 pays africains, selon la presse officielle russe. La présence confirmée d'instructeurs ukrainiens de drones a été identifiée au Mali, au Soudan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Tchad. Les instructeurs de drones ukrainiens ont été identifiés au Mali, au Soudan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Tchad, où ils sont en train de coordonner des attaques contre les forces gouvernementales, a révélé M. Alexander Ivanov, directeur de l'Association internationale des officiers de sécurité, une association internationale, une compagnie militaire russe rattachée au gouvernement russe.
citation de M. Ivanov, la présence confirmée d'instructeurs de drones ukrainiens a été tout à fait identifiée au Mali, au Soudan, en République démocratique, dans ces pays, les militants ukrainiens sont en train de travailler étroitement avec les terroristes locaux en leur fournissant des drones, y compris le fameux drone Mavic 3, qui sont des drones équipés de systèmes ukrainiens pendant leurs entraînements et leurs actions. Mieux encore, les instructeurs mercenaires ukrainiens coordonnent les attaques que les terroristes font contre les forces gouvernementales et leurs alliés. Entendez par leurs alliés, les alliés russes des forces gouvernementales de l'Alliance des États du Sahel. Donc la troisième source que je viens indiquer aujourd'hui, c'est donc la source, on va dire la source russe. Mais cette source russe a complété l'information par autre chose, à savoir comment est-ce que le matériel entre. Comment est-ce que le matériel entre? Comment est-ce que le matériel, justement, des terroristes entre au Sahel? Là, la source russe est allée plus loin. Elle est allée plus loin en indiquant, justement, que le matériel terroriste entre au Sahel à travers, eh bien, la Mauritanie. D'une part, et de l'autre côté, l'Ouganda. C'est très intéressant à lire. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, la source a continué en disant que le matériel militaire ukrainien pour les groupes terroristes entre à travers les ambassades ukrainiennes en Afrique et notamment à travers l'ambassade ukrainienne en Mauritanie. À travers l'ambassade ukrainienne en Mauritanie. Les forces armées russes qui coopèrent avec les armées du Sahel ont des informations sur l'entrée du matériel militaire ukrainien à partir de l'ambassade d'Ukraine en Mauritanie, à partir de laquelle le matériel est acheminé à la frontière mauritano-malienne et entre dans l'espace de l'AES. Ça, c'est la troisième source d'information que je voudrais citer ici. On peut l'appeler une source indirecte. Alors, quelle raison avons-nous de douter de cette source alors que nous avons déjà la source 1 et la source 2? Je réponds aucune. La source 3, qui est une source indirecte, c'est-à-dire à travers le renseignement officiel de la Fédération de Russie, cette source vient corroborer ce qui a été établi par les sources 2 et 1. Ce qui nous permet, sans risque de nous tromper, d'affirmer que la Mauritanie est bel et bien aujourd'hui un État qui est une base arrière du terrorisme qui ensanglante le Sahel et l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la première partie de notre démonstration. La première partie de notre démonstration étant bétonnée, nous passons à la deuxième partie. La question est de savoir pourquoi la Mauritanie fait-elle cela? Pourquoi le régime au pouvoir en Mauritanie se permet-il de servir de base arrière à la déstabilisation de l'Afrique noire? Je pense qu'il faut sérieusement adresser cette question. La première raison pour laquelle la Mauritanie se comporte ainsi est liée à l'histoire intérieure de la Mauritanie elle-même. Parce que la Mauritanie est dominée par une problématique politico-raciale qui a un écho sur les relations politiques entre la Mauritanie et le reste de l'Afrique. En effet, le système politique mauritanien a été organisé pour discriminer et exclure les Noirs de Mauritanie des responsabilités les plus importantes dans leur pays et même pour les exproprier de leurs terres ancestrales. De très longue date, on sait que le plus grand problème politique mauritanien est celui de l'exclusion, de la discrimination contre les Noirs mauritaniens. Mais d'où vient cette discrimination, cette exclusion systémique intérieure à la Mauritanie contre les Noirs mauritaniens? Il faut remonter au Moyen-Âge, c'est-à-dire à la traite négrière arabe. En effet, une bonne partie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient demeure tributaire des réflexes de pensée et de comportement datant de la période où des Arabes commercialisèrent des êtres humains
noirs comme on commercialise des marchandises. Exactement comme la traite atlantique entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique devait avoir lieu à partir notamment du XVIe et du XVIIe siècle. Dans la psychologie populaire arabe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, demeure présente l'idée que le noir et l'esclave sont le même. Demeure présente l'idée que l'arabe de peau claire, bien sûr, est supérieur au noir de son propre pays. Pour preuve, lorsque des émeutes éclatent dans des pays comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, on voit très bien comment les populations noires issues de l'immigration subsaharienne sont confondues dans les contrôles de police avec les populations noires autochtones de ces pays d'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a une très ancienne problématique raciale, une problématique greffée à la traite négrière qui détermine, même inconsciemment, les comportements envers les Africains subsahariens. Ça, c'est l'origine profonde du problème, le racisme. Mais maintenant, il y a une deuxième cause qui nous permet de comprendre le comportement des dirigeants mauritaniens. À partir du moment où vous considérez en effet une partie de votre propre population comme inférieure, en raison de l'absurdité de la différence de couleur de peau, vous considérez en effet l'Afrique subsaharienne comme une région d'êtres humains inférieurs. Or, quand vous avez affaire à quelqu'un que vous ne considérez pas comme un égal, vous ne le traitez pas en égal. Vous pouvez vous permettre envers celui que vous considérez comme inférieur de piétiner toutes les règles. Puisqu'il n'y a pas grande différence entre l'animal et l'homme infériorisé, vous pouvez, face à l'homme infériorisé, renoncer à vos propres principes moraux. Vous pouvez faire preuve de duplicité, de ruse, de violence. Vous pouvez tranquillement mentir parce que cela n'est pas considéré par vous comme un péché. Les péchés n'étant valables que lorsque vous manquez de considération pour des êtres que vous considérez pleinement comme humains. Donc là, ce que j'appelle, c'est l'argument de la psychologie politique. Un certain nombre d'élites d'Afrique du Nord estiment que c'est normal d'être duplicitaire envers l'Afrique noire. Pourquoi? Parce que comme on part du principe qu'on est supérieur aux subsahariens, on part du principe qu'on peut envers eux ne respecter aucun principe moral. Un peu comme les chrétiens racistes perpétraient la traite des Noirs en partant du principe que ce n'était pas un péché face au Saint-Esprit, puisque au préalable, on avait exclu les Noirs de l'humanité. À partir du moment où les Noirs n'étaient pas considérés comme des êtres humains, les commercialiser n'était pas un crime, les exterminer, les massacrer, les déporter n'était pas un crime. C'était exactement le comportement que le berger peut avoir avec ses moutons, avec ses vaches ou avec ses chèvres. Donc, on voit très bien que un certain nombre de dirigeants d'Afrique du Nord ne respectent aucun principe dans leur relation à l'Afrique subsaharienne. Parce qu'ils considèrent d'ailleurs que Dieu même ne leur en voudrait pas. Puisque, a priori, l'Afrique subsaharienne ne serait pas peuplée d'êtres humains à part entière comme eux-mêmes. Cela renvoie donc à ce qu'on peut appeler la psychologie politique de la domination. La psychologie politique de la domination. Alors donc, en fait, pour les dirigeants algériens, par exemple, ou pour les dirigeants mauritaniens, sourire dans la journée aux Africains et héberger des terroristes qui tuent les Africains la nuit, c'est quelque chose de normal. Je recommence. Il faut que vous compreniez ce qui se passe dans leur tête. Ils considèrent que ce n'est même pas un péché face à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, le Dieu de la religion musulmane. Ils considèrent que ce n'est pas un péché de prier dans la même mosquée, en s'adressant au même Dieu, avec des millions d'Africains au sud du Sahara, et en même temps d'héberger dans leur pays des criminels qui viennent tuer les Africains en pleine mosquée. Pour eux, ce n'est pas un péché. Pour ces dirigeants criminels-là, qui sont à la tête de la Mauritanie et de l'Algérie, par exemple, ce n'est pas un péché de faire cela aux Africains. Ce n'est pas un péché. C'est un comportement normal. Parce que, à l'origine, il y a la négation de l'humanité africaine. Les subsahariens n'étant pas considérés entièrement comme des hommes, on peut, face aux subsahariens, comme je le rappelais, faire fi de toute morale, faire fi de toute religion. On peut se passer de cas de conscience. Le comportement des dirigeants mauritaniens
envers l'Alliance des États du Sahel relève de la psychologie morale de la duplicité. C'est de la méchanceté humaine. C'est du cynisme. Ces dirigeants mauritaniens s'empressent dans la journée de rire. Ils ont des ambassades dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, notamment dans les ambassades au Sahel. Leurs ambassadeurs sont souriants. Ce sont des gens vraiment à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Ils sont polis et gentils. Mais les mêmes là, dirigeants mauritaniens, qui sourient dans la journée, avec les dirigeants maliens, burkinabés, nigériens, qui sourient avec les dirigeants tchadiens, ils savent que leur pays est la base arrière d'Al-Qaïda et de l'État islamique pour attaquer nuit et jour le Sahel et le déstabiliser. Donc, la raison numéro 2 du comportement de la Mauritanie, c'est la psychologie morale de la duplicité, la psychologie biscornue, la psychologie de Shaitan, la psychologie du calomniateur de l'ennemi. L'ennemi déguisé qui s'habille en ange de lumière et qui est en réalité est un démon cornu. Belzébout. Shaitan. C'est la méthode de Shaitan. Dans la journée, salam alaikum mon frère. La baisse, la baisse. La baisse, la baisse. Dans la nuit, on arme Al-Qaïda, on arme l'État islamique pour attaquer le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour attaquer le Nigeria, pour attaquer le Cameroun, pour attaquer le Tchad. On arme. Et quand on apprend qu'il y a eu des attaques terroristes, on écrit des messages de condoléances. Le gouvernement mauritanien adresse à son peuple frère du Mali ses condoléances les plus attristées. Wallahi billahi talahi, ça nous fait mal ce qui vous arrive. Il a fallu du temps pour que les gens comprennent que c'est à ça que jouaient les dirigeants algériens. L'Algérie qui a été aidée par le Mali pour combattre le colonialisme français. L'Algérie qui a donné son territoire au Mali. L'Algérie qui a reçu le territoire malien comme base arrière pour combattre le colonialisme français. C'est elle qui héberge Iyad Agali, des branches entières d'Al-Qaïda pour attaquer le Mali. C'est elle qui abat les drones maliens combattant les terroristes. C'est elle qui sert de base arrière à l'Ukraine, à Al-Qaïda, à l'État islamique pour attaquer le Mali. Pourtant, cette Algérie, dans la journée, disait « Nous voulons simplement le respect de l'accord d'Alger. Il faut respecter l'accord d'Alger. Vraiment, l'Algérie, wallahi billahi talahi, l'Algérie est à vos côtés. Comment vous êtes à nos côtés si il y a Agali qui tue nos frères, nos enfants, nos femmes, nos vieillards, est bien hébergé chez vous? Comment vous êtes à nos côtés si vous êtes en colère quand les terroristes sont défaits à Kidal? Comment vous êtes à nos côtés si vous faites ami-ami avec nos pires ennemis? Oh, dirigeants algériens, honte à vous. Dirigeants mauritaniens, honte à vous. L'Afrique connaît votre jeu. Votre jeu est à nu. Mais il y a une quatrième raison. Il faut que vous compreniez pourquoi les dirigeants mauritaniens se comportent ainsi. Je vous ai donné déjà 3 raisons. Je passe à la 4e. C'est un élément fondamental de la psychologie politique, de la conception géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, d'empêcher par tous les moyens l'émergence d'une grande puissance économique, militaire, politique au sud du Sahara. Je recommence. C'est une constante dans les plans géopolitiques et géostratégiques des dirigeants d'Afrique du Nord et des dirigeants du Moyen-Orient qu'il faut empêcher l'émergence d'une grande puissance économique, une grande puissance militaire, une grande puissance diplomatique, une grande puissance géostratégique et géopolitique au sud du Sahara. Je vais argumenter davantage cette thèse. J'espère que vous savez que dans la destruction de la Libye, il n'y a pas eu que l'OTAN qui a détruit la Libye, qui a participé activement à l'assassinat de Kadhafi, avec notamment les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha et la Grande-Bretagne de David Cameron. J'espère que vous savez que le saccage de la Libye a été fait en bonne entente avec les pays du Moyen-Orient, dont notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais également avec des pays d'Afrique du Nord. Et que dans la destruction de la Libye,
l'Algérie et l'Égypte ont joué un rôle. J'espère que vous le savez. Je vous donne l'information. Elle est scientifique. La chute de Kadhafi a été facilitée par ses propres frères arabes. Et vous savez pourquoi? Parce que Kadhafi avait décidé de financer l'émancipation de l'Afrique noire, du dollar américain, de l'euro européen et du franc CFA français. Si Kadhafi a été lâché par ses pères, ses frères arabes, c'est parce que Kadhafi, à leur avis, était en train d'accorder de la valeur à l'Afrique noire et risquait de faire émerger une Afrique noire qui ne pâlisse plus d'admiration devant quelques pays d'Afrique du Nord que ce soit. Kadhafi a été sacrifié par les pouvoirs arabes parce que Kadhafi a été jugé trop proche des Noirs. Écrivez ça. Aya Sebe, écrivez. Tilana. Tilana Yom-I, écrivez ce que je suis en train de vous dire. Le leader libyen Muammar Kadhafi n'a pas été seulement assassiné parce qu'on ne voulait pas que son modèle de société, de progrès, de prospérité partagée qui réussissait en Libye se répande dans le monde. Non. Le moment et le tournant dangereux a été lorsque Kadhafi s'est fait le défenseur de l'Afrique noire. Et qu'il a voulu doter cette Afrique noire d'instruments de souveraineté, comme notamment une monnaie qui mettrait fin, cela a été révélé par les mails de Mme Hillary Rodham Clinton, à la souveraineté du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est là qu'on l'a tué. Allez lire les emails révélés par Wikileaks, des échanges entre Hillary Clinton et son conseiller personnel Sidney Blumenthal. La vérité est sortie de là, grâce à Julian Assange, qu'il faut saluer, comme l'un des plus grands combattants de la vérité du XXIe siècle. Julian Assange. Donc vous devez savoir que c'est parce qu'on ne veut pas d'une grande puissance africaine, comme l'Alliance des États du Sahel, qu'il y a une conspiration, non pas seulement occidentale, impérialiste, néocolonialiste, mais une conspiration moyen-orientale et maghrébine contre l'AES. Vous avez compris? Et ça, c'est la quatrième raison, elle est scientifiquement incontestable. Ils voient tous d'un mauvais œil une Afrique noire qui ne va plus dépendre de la dette du FMI et de la Banque mondiale. Ça, les Occidentaux sont prêts à mourir pour tuer cette Afrique noire. Une Afrique noire qui ne doit plus de l'argent à la Banque mondiale et au FMI, ça c'est la fin du monde pour l'Occident. Parce que les dettes occidentales sont l'un des moyens de tenir en laisse des gouvernements et des peuples entiers. La dette est un instrument de domination politique, psychologique, spirituelle et totale. D'accord? Et plusieurs pays d'Afrique du Nord aiment aussi à se positionner comme des pays qui prêtent de l'argent à l'Afrique noire. C'est-à-dire qui tiennent l'Afrique noire par la dette. Ils s'en vont au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, ils prennent de l'argent chez les milliardaires saoudiens, ils prennent des pétrodollars à un taux d'intérêt moindre. Par exemple, ils prennent les pétrodollars saoudiens à 2%. Ils viennent en Afrique, ils les revendent aux pays africains sous forme de dette à 10%. Il y a une marge. Ils ramènent 5% de marge à leurs donateurs saoudiens et les 5% intermédiaires, ils les empochent dans leur budget des États d'Afrique du Nord. Une bonne partie de l'Afrique du Nord est devenue spécialiste dans le surendettement de l'Afrique noire à travers des fonds venus du Moyen-Orient et des fonds qui sont en réalité surtaxés. Vous comprenez le mécanisme? Je vais en Arabie Saoudite, je prends $1 milliard. Je viens à travers mes banques, en Afrique noire, je prête ce $1 milliard à un taux d'intérêt de 10%. Je rembourse l'Arabie Saoudite, qui m'a prêté à 3%, je la rembourse avec une marge de 5%. Donc l'Arabie Saoudite prête à 2% et récupère à 5%, ce qui lui fait un gain de 3%. Ok. Mais moi, j'ai prêté aux Africains avec une marge supplémentaire de 5%. C'est pour moi, l'État d'Afrique du Nord. Et la vie continue. C'est ce qu'ils appellent la banque.
C'est-à-dire que les Africains se font enchaîner par les banques d'Afrique du Nord à des banques du Moyen-Orient. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La dette. Le deuxième instrument, c'est bien sûr l'influence culturelle. Puisque les centres d'interprétation de la parole de Dieu restent ancrés dans l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour des millions d'Africains. C'est pour ça qu'il est important que renaissent les grandes universités théologiques africaines. Il est important qu'on remette de l'argent dans la renaissance de grands centres théologiques en Afrique. Et qu'une pensée théologique africaine, qu'une sacralité africaine soit possible. Parce que le deuxième outil de domination après l'outil économique, c'est l'outil de l'influence religieuse. Le contrôle des idées que les Africains ont dans leur tête. Il se fait à travers la voie théologique. Et puis, tout naturellement, le troisième outil, c'est la déstabilisation géostratégique. Faciliter tous les coups tordus contre l'Afrique, au sud du Sahara. C'est quelque chose qui, pour eux, est normal. Ils peuvent avoir reçu un dirigeant africain dans la journée en lui souriant, en lui offrant les meilleurs djellabas de leur pays. Le soir, ils sont en train de donner des armes à Al-Qaïda, des renseignements à Al-Qaïda pour attaquer le même pays. Et si possible, éliminer le dirigeant en question. Pour eux, c'est ça la vie. De ce point de vue, ils ne sont pas différents de la France dont parlait Laurent Fabius dans son célèbre entretien avec Sergueï Lavrov. Lavrov lui dit, mais vous voulez intervenir maintenant au Mali pour mettre fin à ce que vous appelez la poussée djihadiste. Mais mon cher Laurent Fabius, disait Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, en 2013. Vous vous apprêtez à aller combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Fabius répondit, c'est la vie. Au nom donc de la diplomatie française, Fabius assuma le principe de la duplicité. Mais c'est ce principe qui gouverne la politique internationale de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient envers l'Afrique. Le principe de c'est la vie. La vie, c'est je te souris en plein jour et le soir je te poignarde dans le dos. C'est ça leur vision de la vie avec nous. Ce qui me permet maintenant d'aller à la conclusion de cette intervention. Ça va faire bientôt plus de 45 minutes que je parlais. Quelles sont les modestes recommandations de votre serviteur face à ce flagrant délit? Que dis-je même? Ce crime de complicité, de terrorisme qui s'avère contre les dirigeants actuels de la Mauritanie. Mais premièrement, l'Afrique agressée par cette politique duplicitaire doit prendre des mesures diplomatiques contre la Mauritanie. Des mesures diplomatiques sévères doivent être prises contre la Mauritanie. Tout gouvernement africain qui a des preuves évidentes que la Mauritanie est la base arrière de groupes terroristes qui l'attaquent doit d'abord commencer par rompre les relations diplomatiques avec ces gens, les renvoyer chez eux et leur dire tant que vous continuez à héberger chez vous des groupes terroristes, nos relations diplomatiques sont rompues. Oui! Il faut que l'Afrique réagisse de manière sévère. Exactement comme on a réagi lorsque l'Ukraine a assumé publiquement qu'elle soutenait des groupes terroristes pour attaquer le Mali. Mais c'est comme ça qu'il faut réagir avec cette Mauritanie-là. La fermeté avec laquelle le Mali a réagi envers l'Algérie, cette fermeté doit être appliquée à la Mauritanie. Et elle doit être appliquée à l'unanimité par tous les États d'Afrique subsaharienne. Parce que les groupes terroristes là, ils agissent jusqu'en Afrique centrale, comme vous l'avez vu, jusqu'en République démocratique du Congo. Maintenant, ils sont en train d'entrer à travers l'Ouganda en République démocratique du Congo, comme l'a révélé l'agence officielle TASS. 1. Rupture. Une fois que les gouvernements ont vérifié cela, il ne faut pas laisser à la Mauritanie le privilège d'avoir des relations diplomatiques normales avec l'Afrique subsaharienne alors qu'elle est au cœur de la déstabilisation. Deuxièmement, il faut se réserver le droit de poursuite contre les groupes terroristes en Mauritanie. Jusqu'ici, la Mauritanie sert de base arrière aux groupes terroristes. Ça veut dire que quand ils attaquent au Mali, une fois qu'ils ont traversé la frontière pour aller en Mauritanie, on les laisse. Mais il faut considérer que le laxisme et la complicité de terrorisme de la Mauritanie avec Al-Qaïda et l'État islamique signifie qu'on a le droit de poursuite contre les groupes terroristes. Parce que ces groupes terroristes
ne sont rien d'autre donc que la prolongation de l'armée mauritanienne. C'est exactement ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda. Pendant longtemps, on a voulu nier le fait que le M23, c'était l'armée rwandaise. Maintenant, on sait que le M23, c'est l'armée rwandaise. Et la conséquence devrait être que, quand l'armée congolaise, si elle était une armée panafricaine révolutionnaire, poursuit l'armée du M23, quand le M23 entre au Rwanda, on le poursuit jusqu'à là-bas. Parce que c'est la même armée. Il n'y a pas deux. Kagame avance en République démocratique du Congo avec plusieurs cornes. Mais c'est la même tête. Et la tête, c'est le Rwanda. De la même façon, à partir du moment où un groupe terroriste est installé et est protégé par un pays voisin, lorsqu'il attaque notre territoire, nous le pourchassons jusqu'au bout. Parce que c'est une attaque du pays voisin. Et ça, cela sera possible lorsque la montée en puissance militaire de l'Alliance des États du Sahel sera suffisante. Je sais très bien que tout ceci ne peut pas se faire, pour ainsi dire, du jour au lendemain. Il faut une préparation suffisante. Mais tant que la Mauritanie et tant que les pays-là qui hébergent les groupes terroristes n'ont pas le feu qu'ils envoient en Afrique noire sur leur propre sol, ils ne vont pas respecter l'Afrique noire. Ils ne vont pas respecter l'Afrique noire. Tant qu'ils n'ont pas le feu qu'ils envoient en Afrique noire sur leur propre sol. C'est une loi historique. On sait très bien qu'on ne respecte que ceux qui se font bien craindre en géopolitique. On ne respecte que ceux qui se font bien craindre. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est ce que j'appelle infliger une défaite intellectuelle et médiatique aux dirigeants d'Afrique du Nord qui sont complices des groupes terroristes. On doit prendre très au sérieux la critique de l'impérialisme maghrébin en Afrique noire et la critique de l'impérialisme moyen-oriental en Afrique noire. Ce doit devenir une ligne essentielle de la communication officielle en Afrique subsaharienne. J'observe que l'Afrique subsaharienne a du mal à développer une critique de l'impérialisme moyen-oriental, une critique de l'impérialisme maghrébin. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de faiblesse spirituelle dans la relation à cette partie du monde. Il ne faut pas confondre, eh bien, l'affirmation de la foi en Dieu, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, Dieu unique pour tous les humains, avec la soumission à des gouvernements corrompus, du Moyen-Orient ou du Maghreb. Aucun gouvernement sur cette terre n'est Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Aucun gouvernement sur cette terre n'est Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. L'Afrique des croyants, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou les traditionalistes, ne doit se soumettre qu'à Dieu. Sur cette terre-là, il n'y a aucun gouvernement auquel l'Afrique doit se soumettre. On ne se soumettra dans l'Afrique souveraine qu'à Dieu. Et on obéira aux gouvernements et aux États qui pratiquent des lois justes. La soumission inconditionnelle est due à Dieu. Alors que l'obéissance est due à la loi juste. Car l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite soi-même, disait Jean-Jacques Rousseau, est liberté. Donc il faut déjà que, mentalement, l'Afrique subsaharienne se libère de la soumission aux États d'Afrique du Nord et aux États du Moyen-Orient. Il faut mettre fin à cette soumission. Ça doit être terminé, fini. Ils n'ont aucune consigne à nous donner. Ils n'ont aucun ordre à nous donner. Ils n'ont pas à diriger nos États à travers la dette. Ils n'ont pas à diriger nos États à travers des accords léonins comme l'accord d'Alger. Ils n'ont pas à diriger nos États en s'interposant dans nos affaires aux Nations Unies. On ne veut plus les voir dedans. Ils n'ont pas à diriger nos États en hébergeant les commandants, les chefs des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique subsaharienne. Et nous devons donc mener une campagne médiatico-politico-intellectuelle pour les désavouer. Elle doit être officielle et elle doit être populaire. La critique de l'impérialisme moyen-oriental et maghrébin en Afrique noire. Voilà les recommandations de votre serviteur. Si nous ne faisons pas ce triple travail diplomatique, si nous ne faisons pas ce triple travail sécuritaire, militaire, si nous ne faisons pas ce triple travail sur le plan intellectuel, idéologique, sur le plan spirituel, nous allons continuer à subir la félonie, le double jeu de la Mauritanie
et de l'Algérie. Le double jeu de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, de toutes ces monarchies pétrolières du Golfe, qui sont les bases arrières des chefs terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Nous devons mettre fin à cette lâcheté politique, diplomatique, intellectuelle, médiatique, populaire, collective des Africains, envers le terreau-impérialisme maghrébin et moyen-oriental. Voilà la vérité. Si nous voulons être libres, assumons-nous. Assumons-nous totalement. Voilà ce que votre serviteur avait à dire sur ce sujet. Nous dénonçons donc fermement la participation du gouvernement mauritanien à l'expansion du terrorisme au Sahel. Nous avons dénoncé avec preuve. Nous dénonçons fermement tous les relais de cette activité terroriste. Et nous avons dénoncé du même coup, une fois de plus, le régime ukrainien qui a ouvertement assumé son alliance avec les terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Nous le dénonçons fermement. Nous saluons les forces de défense et de sécurité de l'Alliance des États du Sahel, les peuples réveillés et éveillés africains qui participent aujourd'hui à la grande aventure de la liberté continentale. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français.